à tous. Les gens commencent à rentrer dans le webinaire. On va y aller avec l'introduction. Bienvenue à cette quatrième conférence de la série COP28. Les universités québécoises s'unissent pour le climat. Mon nom est Magali Simard-Galdès et je serai votre animatrice ce midi. Alors, cette série de 6 conférences COP28, les universités québécoises s'unissent pour le climat, est présentée par le Réseau universitaire québécois en développement durable, RUQDD, de son petit nom. Alors, avant de commencer avec les conférences, quelques mots sur le REQDD. Alors, c'est une communauté de pratiques qui cherche à favoriser la collaboration dans les dossiers relatifs à l'environnement et au développement durable dans le secteur universitaire. Comment ça fonctionne? C'est que les membres du réseau s'engagent sur une base volontaire selon 4 grands axes. Premièrement, la représentation de leur établissement d'appartenance sur l'ensemble des dossiers touchant l'environnement et le développement durable afin de favoriser le partage des informations dans ces 2 domaines. Ensuite, soutenir le développement d'une culture d'échange afin de permettre à chacun et à chacune de profiter de l'expertise et de l'expérience présente au sein du groupe. Troisièmement, le processus de veille. Alors, le REQDD veille au grain afin de recenser toutes les meilleures pratiques dans le domaine afin de contribuer à l'avancement du dossier au sein de chaque établissement. Et finalement, la mise sur pied de projets de collecte et de diffusion d'informations d'intérêt commun. Alors ça, c'est les 4 grands axes du REQDD. C'est dans cette démarche-là que s'intègre cette série de 6 conférences qui s'attardent à divers angles qui sont abordés par les COP, dont la prochaine débute sous peu à Dubaï. Et on est déjà à la 4e conférence ce midi. Aujourd'hui, on a 4 experts qui sont présents pour nous parler des liens entre climat, eau et système agroalimentaire. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à Vincent Poirier, qui est professeur en sciences du sol à l'Université du Québec Abitibi-Témiscamingue. Il est directeur du microprogramme de 2e cycle en agriculture fourragère et directeur scientifique de l'Université de recherche en agriculture et agroalimentaire. Sa conférence ce midi va porter sur le potentiel de séquestration du carbone dans les sols agricoles pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Vincent, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous devriez voir le PowerPoint maintenant. On me fait signe que tout va bien. Parfait. Donc, ça me fait vraiment plaisir de casser la glace ce midi avec vous pour vous parler de séquestration du carbone dans les sols puis de gaz à effet de serre en agriculture. Donc, la présentation est scindée en 2 parties, là, si je peux dire. Je vais commencer par positionner l'agriculture dans son rôle en tant qu'émetteur, que poste d'émission de gaz à effet de serre et de principaux gaz émis. Puis après ça, on va regarder un peu les stratégies, puis on va cibler principalement la séquestration du carbone dans les sols parce que c'est mon domaine d'expertise. Alors, j'avais envie de commencer la présentation en vous présentant ce graphique-là. Donc, les données que vous voyez à l'écran, c'est issu un site qui s'appelle Climate Watch, qui est un site où on recense les données des émissions selon diverses sources. Donc, ça m'apparaît être un site très transparent. Et la première chose qu'on remarque, là, c'est le total. Donc, dans le monde, par secteur en 2020, en tout, on a émis 48 gigatonnes d'équivalent CO2. Et le secteur de l'énergie, c'est 75% du CO2 émis, des gaz à effet de serre émis. Donc ça, c'est important de le garder en boucle tout au long de la présentation. L'agriculture, c'est environ 12%. Et si on inclut changement d'usage des terres, on rajoute à peu près 3%. Donc, il y a un temps de décalage à peu près 3 ans là, entre le moment où les données sont colligées puis celles où elles sont présentées. Fait que je voulais vous présenter ça d'une part pour mettre en proportion aussi l'importance de la croissance du secteur de l'énergie versus les autres postes d'émission. Parce que, au fond, le fond du problème avec le changement climatique, c'est vraiment la question énergétique qui est centrale. Alors, au Québec, comment on se positionne? Ici, la représentation est un petit peu différente. L'agriculture, c'est 10,6% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et si on regarde un peu plus en détail, de cette quantité-là, de ce 10,6%-là, on en a à peu près là,
très faible quantité, là, moins de 5% sous forme de dioxyde de carbone qui est produit par le chaulage, l'urée et les autres engrais carbonés. Environ un tiers qui provient de la fermentation entérique des ruminants, un autre tiers qui provient de la gestion des sols agricoles, puis environ un quart qui provient de la gestion des fumiers et lisiers. Donc, le chaulage, ça produit du dioxyde de carbone. La fermentation entérique des ruminants, ben, ça produit du méthane, qui est, lui, plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. La gestion des sols, ça produit principalement de l'oxyde nitreux, qui est le plus puissant des 3 gaz à effet de serre. Et enfin, la gestion du fumier, c'est un mélange à la fois de méthane et d'oxyde nitreux qui est dégagé. Donc ça nous donne un portrait des principaux gaz à effet de serre, puis de leur, disons, proportion là, en termes d'importance dans le domaine agricole. Au Québec, si on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, on a eu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole, principalement liée à la gestion des sols. Si on regarde la fermentation entérique qui cause, par les ruminants qui cause le méthane, ben on a une diminution parce qu'il y a globalement une baisse du cheptel, une baisse du nombre d'animaux élevés au Québec depuis les 30 dernières années. On a par contre une augmentation liée à la gestion des fumiers et on a une très forte augmentation liée à la gestion des sols qui est directement liée à la quantité d'engrais azotés qui est apportée sur les terres en culture. C'est notre partie ici, là, oxyde nitreux. Donc, comment on fait pour réduire les émissions du secteur agricole? Il faut rappeler que le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de 37,5% par rapport au seuil de 1990 d'ici 2030. Donc, 2030, c'est bientôt, là, c'est demain matin, 2030. Donc, une possibilité, c'est le captage et la destruction du méthane qui est issu des fosses à lisier. Donc, ça, c'est un protocole qui est admissible au crédit compensatoire selon le système en vigueur actuellement au Québec, là, qui est le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Donc, à l'heure actuelle, ce protocole-là est admissible. Donc, ça, c'est une chose qui peut être faite directement à la ferme. On peut diminuer l'utilisation des engrais azotés pour réduire les émissions de N2O. On a vu l'importance que ça a pris dans les dernières années avec la diapo précédente. Donc, c'est une des recommandations du plan pour une agriculture durable du MAPAC de réduire donc de 15% l'utilisation des engrais azotés à la ferme. On peut augmenter la teneur en matière organique des sols pour séquestrer du carbone. Bon, on y arrive. Donc, un des objectifs du PAD, c'est que 80% des sols agricoles au Québec aient une teneur en matière organique supérieure à 4%. Et ça, c'est une option doublement gagnante. Parce que la matière organique, elle contient beaucoup de carbone, environ 58% de carbone, et elle nourrit la vie du sol. Donc, à la fois, elle a un rôle sur la compensation des gaz à effet de serre émis, et elle entretient la santé du sol. Et le sol, ben, lui, il supporte la vie sur la Terre. Et c'est tellement important que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a décrété une journée mondiale des sols. Peut-être que vous ne le saviez pas. Donc, si vous le saviez, ben, si vous retenez cette information-là de la présentation, ben, ce sera un gain. Donc, le 5 décembre, c'est le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Donc, ça vous donne une idée de l'importance que jouent les sols dans toute la question climatique. Les sols produisent 95% de la nourriture qu'on consomme. Ils recyclent l'eau, ils filtrent les éléments nutritifs, filtrent l'eau, pardon, et recyclent les éléments nutritifs, fournissent des fibres, combustibles, habitats de biodiversité incroyables. Mais par-dessus tout ça, ben, les sols sont le plus grand réservoir de carbone de la biosphère après les océans. OK? Donc, il y a plus de carbone dans le sol qu'il y en a dans toute la végétation sur la planète, incluant les forêts tropicales et l'atmosphère actuellement.
dans le premier mètre de ça, il y a plus de carbone qu'il y en a dans la végétation et dans l'atmosphère. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de ce réservoir-là et à la fois du potentiel, mais aussi du risque de perdre du carbone qui est enfoui depuis plusieurs années. Donc, comment on fait pour augmenter la séquestration du carbone dans les sols agricoles? Ben, il y a principalement 3 grands leviers autour desquels on peut construire. Le premier, ben, c'est augmenter le taux de photosynthèse par unité de surface. Donc, faire en sorte qu'il y ait plus de plantes par mètre carré qui captent, qui font de la photosynthèse, puis qui fixent du carbone, qui s'en va ensuite dans le sol. Le deuxième, ben, c'est d'augmenter ces quantités-là retournées au sol. Donc, de maximiser les plantes qui produisent beaucoup de racines, entre autres pour que le carbone fixé soit transféré dans le sol. Et enfin, quand le carbone est dans le sol, ben, c'est de trouver des moyens pour le conserver, pour limiter les pertes de carbone. Donc, de manière peut-être un petit peu plus concrète en termes de pratique, pour augmenter le taux de photosynthèse par unité de surface, ben, on peut utiliser des cultures de couverture, utiliser davantage de cultures pérennes comme les prairies ou le pâturage, faire davantage de place pour des pratiques comme l'agroforesterie. Pour augmenter les quantités de carbone, on peut apporter de la matière organique et aussi on peut miser sur des cultures qui ont une production de biomasse racinaire importante. Et puis enfin, ben, pour limiter le travail, les pertes, on va faire attention à tout ce qui est travail du sol. Donc, globalement, à retenir dans tout ça, l'agriculture contribue à peu près 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à peu près 15% avec les changements d'usage des terres puis la déforestation. C'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre après le secteur de l'énergie. Et les émissions sont en croissance. C'est un des seuls secteurs où les émissions sont en croissance. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Le méthane, l'oxyde nitreux sont les 2 principaux gaz à effet de serre d'origine agricole. Ils proviennent de l'élevage des ruminants et de la gestion des fumiers et des sols. Puis pour réduire les émissions puis atteindre la carboneutralité en agriculture, c'est sûr qu'il va falloir miser sur un consortium de stratégies. Il n'y a pas une solution unique. Le système sol-plante est très complexe. Il y a des variabilités climatiques, il y a des variabilités pédologiques aussi. Les sols ne sont pas tous identiques. Ils n'ont pas tous le même potentiel. Donc, ça prend un ensemble de stratégies pour y arriver. Puis, c'est souvent ça le défi parce que on aimerait des solutions uniques à des problèmes complexes, alors que ce n'est malheureusement rarement possible. Puis enfin, je vous dirais, ben, il faut pas démoniser l'agriculture parce que l'agriculture, elle fait partie de la solution. Les producteurs et productrices agricoles possèdent des vastes terres qui ont le potentiel, si elles sont bien gérées, de séquestrer du carbone. Donc, il faut, selon moi, commencer par réduire la consommation d'un point de vue global, à tous les niveaux, autant à l'énergie qu'autant au niveau alimentaire, réduire le gaspillage aussi, puis encourager l'agriculture locale et l'agriculture éco-responsable. Alors, sur ce, je ne sais pas où j'en suis avec le temps, mais c'était ma dernière diapo. Alors, Pile parfait. Merci beaucoup. J'ai même pas eu besoin de vous dire, je voyais que ça aurait rentré parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Vincent. Parfait. Merci, ça me fait plaisir. Je vois pas de questions du public, alors on va passer à la deuxième conférence. Merci beaucoup. C'est Elmira Hassanzadeh qui va poursuivre. Elmira est professeure agrégée au département de génie civil, géologique et minier de Polytechnique Montréal. Ses recherches portent sur la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique. Et ce midi, elle nous parle des systèmes eau alimentaires canadiens face au changement climatique. Et elle partage son écran. Tout est prêt. C'est à vous, Elmira. Oui, merci Magali pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ma présentation. En vue de la prochaine COP28, je vais parler de système eau alimentaire canadien au changement en face de changement climatique. Je ne sais pas si... OK. En effet, la conférence des Nations Unies sur le climat aura lieu du 30 novembre au 11 décembre. Dans l'une de ces thèmes importants dans cette conférence est, oui, alimentation, agriculture et l'eau,
On va parler de défis des systèmes eau alimentaires face au changement climatique et les solutions potentielles pour augmenter la productivité agricole en préservant le système hydrique dans cette condition changeante. En effet, ce type de discussions sont très importants pour nous et pour le Canada, parce que le Canada est l'une des plus grands exportateurs agricoles mondiaux et les provinces de la prairie sont le grenier du monde. Le secteur contribue considérablement aux économies du pays, notamment en 2022, il a présenté 7% de produits intérieurs bruts. De plus, l'abondance de l'eau et des terres favorise l'expansion de l'agriculture, des activités agriculture. Cependant, le secteur est vulnérable aux variations climatiques. Par exemple, les vagues de chaleur et les précipitations limitées pendant le printemps et l'été, ils ont déjà causé de dommages à la production agricole dans le passé, notamment dans différentes provinces, par exemple en 2021. De plus, le secteur est vulnérable aux événements climatiques extrêmes comme les précipitations extrêmes et les périodes de sécheresse. Par exemple, le pluie intense peut causer d'érosion de sol, il peut causer la perte de nutriments, elle peut aussi directement causer des dommages aux cultures. À cause de l'augmentation de la température et les périodes de sécheresse plus longues, les agriculteurs cherchent les solutions alternatives comme l'irrigation pour face à ces problèmes liés au climat. Mais je dois préciser que avec le changement climatique, on a eu les changements dans les caractéristiques de précipitation, par exemple sur le ratio de la neige sur pluie ou par exemple sur le moment ou le volume de la fonte de la neige qui sont importants pour sécuriser l'eau pour l'irrigation. C'est-à-dire que pour soutenir les activités agricoles, on doit d'abord comprendre comment le climat quel est le climat futur et comment ça peut affecter les activités agricoles à l'avenir ici au Canada. Pour le faire, on peut utiliser les modèles de circulation générale. Ils ont les outils les plus avancés pour projeter le climat futur sous différents scénarios socio-économiques du futur. Ces modèles visent à simuler les composants clés du système terrestre. Dans nos analyses, normalement, on obtient les données de précipitation et température. Dans mon travail, on a obtenu ces données dans l'ensemble de modèles climatiques dans le cadre de CIMIP6. Ça, c'est un nouvel projet de modélisation climatique qui était récemment publié. On a calculé différentes variables liées au système eau alimentaire. Et dans les prochaines diapos, je vais vous présenter deux impacts. D'abord, ici, on voit l'impact du changement climatique sur l'évapotranspiration potentielle au Canada. L'évapotranspiration, c'est une variable importante pour calculer l'indice de sécheresse, pour trouver le besoin en eau des cultures et pour la planification de l'irrigation. Il existe plusieurs méthodes pour le calculer et ici, je vais présenter les résultats pour 3 méthodes qu'on a utilisées. Dans ces graphiques, on présente la différence relative entre l'évapotranspiration potentielle de futur et les périodes historiques. Et comme vous voyez dans l'échelle, il est évident qu'au Canada, on va avoir une augmentation de l'évapotranspiration potentielle partout. Ça peut signifier qu'on peut avoir une augmentation de besoin en eau de culture ici. Mais l'ampleur d'augmentation dépend de méthodes qu'on a utilisées pour le calculer. De plus, ici, on présente l'impact sur la précipitation de futur. Par exemple, à gauche, on a la précipitation moyenne entre le mois de mai et octobre. Si on compare ces deux graphiques, on voit une diminution de précipitation dans ces mois dans la majorité de la région au Canada. Ça peut signifier la réduction d'eau, ou disponibilité de l'eau pour agriculture pluviale. De plus, ici, on présente l'impact sur les précipitations extrêmes à l'avenir et on a le comparé avec les périodes historiques. Si on regarde l'échelle et les graphiques, on voit que dans la majorité de la région au Canada,
on va voir une augmentation de précipitations extrêmes. Comme je l'ai mentionné avant, ça peut affecter négativement la production agricole. Dernièrement, ici, je présente une révélation de ces impacts sur un système eau alimentaire régional. Ici, je présente les résultats pour un bassin de la rivière Oldman en Alberta. Notre projection présente on va avoir une augmentation de débit de surface dans cette région, mais avec un pic quelques semaines plus tôt. Ça peut signifier une augmentation de risque d'inondation là-bas et aussi ça peut signifier la réduction de l'eau dans le moment qu'on veut pour les activités agricoles. Ici, on présente le déficit annuel en eau d'irrigation que ça va augmenter avec le temps. En conséquence, on doit mettre à jour la gestion de l'eau des barrages ici en réponse à ces changements dans la disponibilité et la demande en eau. Jusqu'ici, j'ai présenté les défis ou les problèmes qu'on va avoir pour le système eau alimentaire au Canada. Ici, je voudrais donner quelques solutions solutions pour améliorer la gestion de ce système. Il existe en effet plusieurs solutions et je vais me concentrer sur 3 d'entre elles. D'abord, on doit développer des systèmes eau alimentaires résilients au changement climatique. En effet, ça, c'est un sujet qu'on va discuter lors de COP28. Pour le faire, comme la première étape, on doit mieux comprendre le climat futur à l'échelle de l'exploitation agricole. De plus, on doit estimer l'écoulement de surface et l'écoulement souterrain qui sont liés à l'irrigation. Sous ces conditions changeantes, on doit analyser l'humidité du sol, éléments nutritifs du sol et estimer le rendement de culture à l'avenir pour être capable de donner des solutions pour un système alimentaire résilient en face au changement climatique. De plus, la deuxième solution consiste à conserver les écosystèmes d'eau douce comme les lacs, les rivières et les milieux humides. Ça, c'est aussi un sujet qu'on va aborder lors de la COP28. À titre d'exemple, les milieux humides couvrent 13% du territoire du pays et, par exemple, 10% de la superficie du Québec. Ces milieux humides fournissent plusieurs services, comme ils peuvent soutenir les écosystèmes, ils peuvent réguler les inondations, les réchauffements climatiques et ils peuvent aussi contrôler la qualité de l'eau. À cause de ces bénéfices, on peut considérer les milieux humides comme une plan d'eau pour promouvoir des systèmes eau alimentaires durables. Comme la dernière solution, il consiste à engager les parties prenantes dans le processus de gestion de l'eau alimentaire. En effet, les producteurs agricoles sont au cœur de ces changements et potentiellement, ils doivent changer leur utilisation de la terre et l'eau pour adapter à la condition climatique future. Pour cette raison, ils doivent être impliqués dans la décision liée à l'eau et la terre dans la région. Et ce type de inclusion, il était suggéré fortement par les Nations Unies et il est l'un des sujets clés dans le COP28. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut avoir des pratiques de gestion qui bénéficient d'un fort soutien des utilisateurs. Pour le faire, d'abord, on doit comprendre le point de vue des parties prenantes et utiliser ces informations comme les scénarios dans notre modélisation de système d'eau alimentaire. De plus, on doit développer des outils de communication transparents et simples pour présenter ces résultats aux communautés agriculteurs et pour demander leur feedback pour trouver les solutions qui sont viables pour la communauté. D'après moi, pour atteindre ces objectifs, on doit avoir une collaboration étroite entre les scientifiques et le public et les décideurs politiques. Je termine mon présentation ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elmira. Super intéressant le rôle
de tous les écosystèmes et des parties prenantes surtout. On a eu une petite question de Richard Fecteau. Vincent, je ne sais pas si tu es en mesure d'y répondre. C'est les questions techniques sur le recensement des GES. Est-ce que les émissions liées à l'utilisation de l'énergie sont comptabilisées dans le volet agricole ou dans le volet énergie? Puis, est-ce que les émissions liées à la production et au transport des engrais de synthèse sont comptabilisées dans l'agriculture ou dans le poste énergie et industrie? Je pense que les émissions liées au transport sont comptabilisées dans le transport en lien avec l'énergie, tout type de transport confondu. Donc, que ce soit des denrées, des produits, peu importe. Donc, ce serait ma réponse. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi on voit des chiffres plus élevés pour l'agriculture. Des fois, on entend parler de plus de 20% responsables attribués à l'agriculture. Je pense que c'est ça peut-être la petite nuance qui est à faire. Oui, on voit dépendamment des méthodes de comptabilisation, qu'est-ce qui va où, c'est pas toujours les mêmes chiffres. Merci beaucoup, Vincent. On passe maintenant à la conférence de Viviane Valencia, qui est détentrice de la chaire de recherche sur l'agriculture durable et l'action climatique à l'Université Bishop. Sa passion réside dans la révolution de nos systèmes alimentaires, rien de moins. Et à travers ses recherches, Viviane se consacre à l'identification et à l'analyse de réussites remarquables, connues sous le nom de phares, qui offrent des alternatives révolutionnaires aux systèmes alimentaires et agricoles. Elle nous présente aujourd'hui les systèmes alimentaires et le changement climatique, défis et opportunités. C'est à vous, Viviane. Ok, merci Magali. Merci, je vais partager mon écran. Thank you very much for everything, and sorry for this delay. These things happen when you least expect them. So, as Magali said, my name is Viviane Valencia. I'm the research chair in Sustainable Agriculture and Climate Action at Bishop's University, and today I'm going to talk to you about food systems and climate change. And so first of all, I just wanted to start by telling you briefly what are food systems, since that's at the core of my presentation. And basically, food systems are all the activities and all the people involved in taking our food from farm to fork and beyond and disposal. And in many places of the world, this takes place at a more regional, localized level. Whereas in other places of the world, of course, we're in a very globalized world, so our food is coming from far away, and our consumption decisions in this corner of the world have implications in other parts of the globe. So this chain of activities extends beyond geography. So you can imagine how complex it is, even when we start thinking about emissions and who do we attribute emissions? Should we attribute it to the consumer or the producing country, and so on. So I also have some statistics for you about greenhouse gas emissions and the food system, and this already links to some of the conversation. So here, basically, the statistic that I'm going to tell you is that food systems contribute to 1/3 of greenhouse gas emissions. So this is at the global level, the global contribution. And here you can see in this pie chart where that is coming from. So a little bit like how is it calculated to get to this 1/3 emissions. And here you can say that it involves the land-based sector, that it involves energy, industry, and waste. So it's taking into account all of these different activities in the food system. But even when we take into account energy, industry, and all that, at the global level, what is responsible for the biggest chunk of greenhouse gas emissions is the green circle. So that's a land-based circle. In darker green, you see land use and land cover change. So that's primarily linked to deforestation. And in the lighter green, that's production. So that's basically agriculture. And here, so for the land use, land cover change, deforestation due to the expansion of agriculture. So as population grows, our per capita consumption grows as well. There's higher and higher demand for agricultural products. And this expansion oftentimes happens at the expenses of forests, which of course means a release of carbon dioxide in the atmosphere, the loss of important carbon sinks, not to mention the damage to biodiversity.
But I want to disaggregate a little bit this statistics because these are at the global level. So I want to give you a sense of how this splits between industrialized and developing countries. So basically, out of this 1/3 of global emissions, 73% is emitted by developing countries and 27% is emitted by industrialized countries. And here you can see that the pie chart also changes. And in the developing world, it's mostly from the land-based sector, roughly half of that from land use, land cover change. So again, linked to a high extent to deforestation, but also from production. Whereas in industrialized countries, it's mostly from these other activities from the energy industry and waste. But something that we need to highlight is that although the developing world is emitting 73% of these emissions, they're mostly linked in reality to consumption and activities in the global north. So many of the things that are being produced and the deforestation that takes place in the global south is linked to demand and to satisfying demand of the global north. So you could also think in terms of who is responsible for those emissions. Is it the producing country, the consumer country, or who should bear that in their conscience, so to say? And also, as my colleagues, I also want to break this down into the different gases, because oftentimes the conversation is about greenhouse gas emissions, and most of the time people think of in terms of carbon equivalents, and that masks a little bit these two other very important gases, which are methane and nitrous oxide, and Vincent already started to talk about that. And that's very important because agriculture's contribution to global warming is primarily through these two other gases. So basically worldwide, activities roughly account for half of all methane emissions, 2/3 of nitrous oxide, and 3% of carbon dioxide. And again, this is linked to the actual production and what's happening on the farm. And this is quite important because as we're thinking of strategies at the farm level, we're talking about how can we mitigate methane, how can we mitigate nitrous oxide emissions, and Vincent already started to talk about nitrous oxide and soils. And another layer of info that I wanted to share with you, because I think this is really, really key in these conversations, is that these three different molecules are very different in important ways. And one is the global warming potential, so how much heat they trap, and the other one is their lifetime in the atmosphere. So basically, and here you can see, methane is a lot more potent, about 100 times than carbon dioxide, and nitrous oxide about 250 times more potent than carbon dioxide in how they trap heat in the atmosphere. And then methane is a short-lived gas or a flow pollutant, meaning that it lingers around in the atmosphere for about 10 years. Whereas carbon dioxide, we call this a stock pollutant because it basically just accumulates. So when it goes in the atmosphere, it just stays there. And nitrous oxide is in between. And this is also important when we start thinking about strategies and what to do to limit global warming. So when we limit methane, there's actually options that we may see in our lifetime because again, it only has this short lifetime. And of course, strategies linked to carbon dioxide are incredibly important because the carbon dioxide that we put up in the atmosphere will just stay there for a very long time. So I think these are two sets of facts that we need to keep in mind when we're thinking of strategies and when we think of global warming, and sometimes to think just beyond these greenhouse gas emissions in this general form, but to keep in mind how these different molecules have different impacts and how they're produced differently in agriculture. So not surprisingly, when we break down global greenhouse gas emissions from the production of food, 57 corresponds to the production of animal-based foods, including livestock feed, and 29% is linked to plant-based foods, and then 14% to other utilizations, which is basically non-commodity. And in this context, rice and beef are the largest contributing, both in terms of plant and animal, with 12 and 25% respectively. And this is because they're very high sources of methane. So the way rice is cultivated, and as Vincent already started to explain with methane and ruminant livestock, they're big producers of methane. So and agriculture's biggest contribution to global warming is most of the time through this methane route.
So here we're already seeing ways in which actions can be taken that will have an impact on global warming. And again, because methane is a short-lived gas, that we can actually see some impacts in our lifetimes. So if dietary patterns continue unchanged, some of these modeling exercises estimate that global food consumption alone could add nearly 1 degree of warming by the year 2100. 75% of future warming from global food consumption will be driven by foods that are high sources of methane. So again, ruminant meat, that also is dairy, rice. But over 55% of the anticipated warming from global food consumption could be avoided by optimizing the system, so improving production practices, but also by redesigning our consumption patterns so that they're more sustainable. And here, I want to differentiate between optimizing and redesigning. For me, as a person that thinks about systems change, optimizing is about how can we stay in the same system, but just make it a little bit better so that we don't have to change fundamental things like what we eat. Whereas redesigning is really questioning the system from scratch, the system that got us in trouble, not only with climate change, but biodiversity loss. So I'm more of a proponent of rethinking the entire system and being more radical. And while optimizing is important, we also need to know that this is not sufficient. So a global call to action. So the good news is that food systems are taking a more central stage and increasingly recognize that there's no climate solution without talking about food systems. So last year in the 27th COP of the UNFCCC was one of the first times that food systems had a central role in conversations. There was even a food systems pavilion, a day devoted to these conversations. And this was followed, like the same momentum carried forward on the 15th Conference of the Parties on Biodiversity that took place in Montreal last December, where again, food was central. And most importantly, out of this last year's meetings, also came the idea that the climate crisis won't be solved without solving the biodiversity crisis, that we need to tackle both of them together. Because oftentimes in these global governance meetings around climate change, some of the strategies and the thinking that comes out is actually harmful to biodiversity. So there's this recognition at the global level that we need to transform our food systems and that we will not get to the stable climate, feed the world's population and conserve biodiversity without fixing, so to say, food systems. But then how do we go about it? How do we get to more sustainable, climate-friendly food systems? And this is where my research and my passion lie. How can we change? Okay, thank you. How can we change how we produce and consume our food? Also the institutions and rules that are keeping the status quo in place. So this dominant system that's driving all this pollution and destruction, but also our norms and values around change. And for this, I think we need to disrupt the status quo. We need to rethink these dominant conventional systems. And this is where this idea of the lighthouses come in. So for me, lighthouses are these extraordinary cases, real cases in our communities of farmers already farming in ways that are showing that they can be climate friendly, biodiversity friendly, produce nutritious foods. So we put forward some of these ideas about how, in this paper that we published about 2 years ago, about how to focus on these disruptive solutions so that we can focus more on the solutions that already exist instead of continuing to study the problem, which we already know a lot about. And I'm going to skip a few slides in the interest of time. And I'm going to tell you, I don't know, let me see, how can I skip them? Okay, maybe I'll just need to keep going forward. So, well, I wanted to show you a little bit more about some of these different networks that are already applying this Lighthouse framework, both to study agroecology and farming and how they're looking for different ways to transform society, not only by scaling up and replicating, but also by changing cultures and policies. And there's in my lab, we're also applying this framework through my students who are using this positive deviant approach to study already existing solutions to answer different types of questions about how to transform our food system.
And one of my main goals is to establish a lighthouse network in Canada. So to capture these outliers, these extraordinary examples in farming systems that are already showing examples of how to farm in a climate-friendly way, and what can we learn from them? So that's what I'm interested in. What can we learn from them? How is it that they managed to push these frontiers? And I presented this idea not long ago, and it got some traction in different news outlets. And I think that's because people are very eager to hear positive stories, that there's positive things happening in their communities, and that there is hope for a more climate-friendly future, despite what we see in these different modelings and IPCC scenarios and all that. And I also bring this to my classroom, and with the help of a bunch of very bright and enthusiastic students and faculties, we're taking this idea of lighthouses and studying this positive deviance. And what can we learn from them? How can we contribute as a university to what they're doing? And how can we come up with a transdisciplinary research agenda? And also thinking more deeper into what's the criteria for lighthouses, what would creating a network look like, and so on. So thank you very much, and I would love to continue the conversation during the question and answer session. So thank you for your attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane. On n'a pas eu de questions spécifiques, mais je suis certaine qu'il y en aura qui viendront pour le panel qui sera lieu, la discussion entre tous les panélistes après cette dernière conférence. Alors, on va continuer aujourd'hui avec Catherine Mulligan, qui est professeure de recherche distinguée et professeure titulaire à l'Université Concordia et directrice de l'Institut Concordia de l'eau, de l'énergie et des systèmes durables. Sa conférence aujourd'hui va porter sur les approches et défis du lien entre l'eau et l'énergie alimentaire. Catherine, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'introduction. Bon, c'est un plaisir d'être ici. Mes diapos ce seront en anglais, là, mais je vais faire les présentations en français. Donc, je vais parler un peu de les approches et puis les défis pour ce lien entre les systèmes de l'eau, énergie et agroalimentaire. Donc, comme je déjà dire là, que je suis directrice et fondatrice d'un institut qui s'appelle l'Institut pour l'eau, énergie et systèmes durables. Et donc, ça va être dans cette approche que je vais parler un peu aujourd'hui. Donc, pour un système vraiment durable, comme pour un domaine urbain, c'est définitivement nécessaire de faire toutes les approches pour garder les qualités de vie pour la communauté. Mais il faut protéger tout là pour faire pas des problèmes pour le futur. Donc, ça va être vraiment cette approche pour le développement durable, comme on dit. Donc, pour le défi pour le changement climatique, on a déjà fait qu'il y avait des changements les choses qui se passent dans le climat, comme la precipitation, quand il y avait peut-être des places où il y avait beaucoup d'inondations. Il y a d'autres, il y avait plus de humidité, il y a plus. Et puis, il y a d'autres choses qui changent le bilan pour la biodiversité. Donc, aussi, si le plus qu'on augmente la température, le plus qu'on va avoir des problèmes avec la vie ici, là. S'il y avait tous ces aspects comme beaucoup plus d'inondations, s'il y avait des manques des aliments, s'il y en a des biodiversité qui va se perdre un peu dans le futur. Donc, toutes ces choses causent des problèmes dans le futur. Et puis, il faut planifier pour ces changements. Donc, quand on a déjà parlé un peu sur les objectifs de développement durable, là, on voit vraiment clairement que les systèmes alimentaires, c'est vraiment, c'est clair, important dans ça, là, l'eau et puis l'énergie. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de ces trois aspects-là. Donc, comme ingénieur, là, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la sécurité pour ces systèmes-là.
pour protéger les systèmes pour l'irrigation, toutes les fertilisations, tous les aspects comme les engrais, des choses comme ça pour garder la sécurité les alimentaires, pour garder l'eau propre et les deux, la quantité et la qualité de l'eau, ça c'est tellement bien qu'il faut le garder. Et puis aussi, avec l'énergie durable, il faut avoir des bonnes sources d'énergie et puis assez d'énergie et puis des choses d'énergie renouvelable. Donc, ces trois ressources, c'est vraiment essentiel pour la vie, l'eau, l'énergie et puis les systèmes alimentaires. Mais il y avait un lien et puis il faut regarder les liens et puis parce que c'est vraiment important le lien entre les deux. Donc, comme on dit, le système agricole, ça prend peut-être plus de 70% de l'eau mondiale. Et puis, ça prend plus de 30% de l'énergie totale pour faire ce système alimentaire. Ça, c'est vraiment pour faire les engrais, pour faire le pompage et puis distribuer l'eau et tous les aspects comme ça. Donc, mais l'eau, ça prend beaucoup d'énergie pour faire l'eau parce que on a besoin d'énergie pour toutes les étapes de l'eau, comme si on prend de l'énergie, si on prend l'eau, si de l'eau souterraine ou l'eau de surface, pour le traitement et puis la distillation, des choses comme ça. Et donc, aussi, on a besoin d'énergie pour beaucoup de haute place aussi pour l'eau. Donc, comme le chauffage, le traitement, des choses comme ça. Donc, mais il y avait aussi l'eau qui est vraiment l'agriculture. Maintenant, ils ont vraiment besoin pour faire la production, comme pour le biocarburant aussi. Donc, tous ces aspects, c'est vraiment intégré. Et depuis 2011, de la conférence à Bonn, toute cette connexion, c'est été mentionné comme le WEF Nexus. Ça, c'est le lien entre ces trois choses, l'eau, l'énergie et les systèmes agroalimentaires. Donc, pour faire les solutions durables, il faut intégrer ces trois aspects ensemble, parce que des fois, ça cause des problèmes à un système à l'autre, mais il faut faire des trade-offs pour faire des systèmes comme ça. Donc, il y avait pour tous les défis, les objectifs pour le système de développement durable, il faut prendre soin de ce lien entre les trois choses-là, comme ça. Donc, il existe des moyens de penser à ces trois choses ensemble, mais maintenant, il manque comment on peut opéralisation de ces systèmes pour l'instant. Donc, on voit qu'il y a vraiment les pressions comme l'augmentation de la population. Il y avait toutes les personnes dans les milieux urbains. Il y avait aussi le changement climatique. Et puis, ça cause des pressions sur ces trois aspects-là. Et puis, mais il faut les garder et puis planifier pour les trois ensemble pour assurer la sécurité de l'eau, énergie et des systèmes alimentaires. Et puis aussi, il faut protéger l'environnement aussi. Donc, il existe des méthodologies à cette instance. Il faut caractériser le système, qu'est-ce qui est dedans, c'est quoi les indicateurs pour mesurer quelque chose, parce que si on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne savait pas comment on peut aller plus loin dans le système comme ça. Là. Il y avait aussi des modélisations de ce réseau. Et puis, oui, c'est ça. Et dans le futur, pour planifier les décisions et tout ça, pour gérer il faut gérer des scénarios pour voir c'est quoi la bonne décision à faire. Oups. Donc, pour caractériser, il y avait des indices, il y avait des modèles, il y avait d'autres modèles pour optimiser les systèmes. Il y a d'autres pour faire les évaluations pour le cycle de vie. D'autres qui se font
le in-out, comment on peut entrer et sortir d'un système pour faire les analyses, de définir exactement qu'est-ce qui se passe là dans le système. Oups. Et puis, ça c'est les 5 moyennes de qualité. Aussi, il faut, mais il y avait d'autres aspects à planifier aussi, parce que il y avait le niveau dans la maison, il y avait le niveau urbain, il y avait les niveaux national, régional ou même global. Et puis, il faut définir les sentiers pour ça. Donc, il y a d'autres modèles qui ont été développés. C'est en train de développer, comme le FAO, là, le Nexus Assessment 1.0. Il y avait aussi une outil qui s'appelle WF Nexus Tool. C'est quelque chose en ligne. Et puis, il y a d'autres modèles qui sont disponibles aussi. Il y a quelques-uns qui sont gratuits, tout ça, disponibles pour tout le monde. Oups. Donc, il y avait d'autres approches pour dire qu'on peut voir graphiquement qu'est-ce qui se passe avec l'eau, énergie et puis les aliments ensemble. Là, et puis le plus gros graphique, là, ça veut dire que ça va être plus durable. Donc, on peut voir vraiment que c'est des systèmes qui sont vraiment compliqués. À planifier, en organisation, et puis pour le mettre en place, c'est vraiment difficile de faire là, mais il faut planifier les trois ensemble. Donc, pour conclusion, il y avait des interactions tellement fortes dans ces trois systèmes de l'eau, énergie et agroalimentaire. Il y avait des recherches qui étaient ensuite maintenant là, mais c'est pas implémenté à l'instant là. Il n'y a pas d'une approche simple, mais il faut commencer quelque part. Et puis vraiment aussi, il faut assurer qu'il y avait beaucoup de monde qui sont impliqués. Et puis ça c'est l'aspect social qui est peut-être un peu manquant à ce temps-là. Et puis, ça, c'est des choses à dire. Donc, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que je suis dans le temps que... Le temps est parfait. Merci beaucoup, Catherine. Okay. On a une petite question du public pour vous. Il y a Charazédé, je m'excuse si j'ai défait votre nom. Il vous remercie pour cette intervention très intéressante et vous demande ce que vous pensez de la relation forêt-eau par rapport à WEF Nexus dans la protection des ressources en eau face au changement climatique. Je comprends pas le dernier part. C'est quoi? Il vous demande votre opinion par rapport au WEF Nexus dans la protection des ressources en eau face au changement climatique. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraiment, parce qu'il y a faut de faire de toutes les modélisations pour le changement climatique pour l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, là, parce que s'il y avait des précipitations, s'il y avait des manques de l'eau et des choses comme ça, et puis ça c'est parce que ça va être un autre lien qu'on peut mettre avec le changement climatique aussi là. Puis ça c'est un autre lien qu'on peut ajouter aussi. Il y avait des personnes qui ajoutent aussi le changement climatique avec l'eau et puis l'énergie et tout ça. Là. Mais oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important de faire aussi. De faire ensemble. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. J'inviterai tous les panélistes à ouvrir vos caméras. On va passer à la portion panel. Alors, dans le public, si vous avez des questions, soyez très à l'aise de les inscrire dans l'outil Question and Answer. Mon Zoom est en anglais, questions-réponses. Moi, je vais garder un coup d'œil là-dessus. En attendant de voir vos questions inspirées, on va commencer avec la première question qu'on a préparée pour les panélistes. Est-ce que c'est possible d'élever du bétail de manière durable par rapport aux émissions de GES et l'utilisation de l'eau? Et si oui, à quelle échelle? Je sais que Vincent, vous étiez intéressé par cette question.
Oui, c'est une très bonne question. C'est une excellente question, en fait, que probablement plusieurs personnes se posent. Je pense qu'il faut d'abord positionner le contexte de la durabilité. Hein. D'une part, faut le voir sous l'angle euh, alimentaire, socio-économique, écologique. Je vais essayer de répondre assez rapidement parce que c'est une question assez complexe. Là. Moi, j'aurais tendance à penser que oui, c'est possible, mais pas sans un redesigning assez fondamental des systèmes comme Viviane l'a noté. Par exemple, au Québec, la majorité des animaux qui sont produits des bovins de boucherie vont au pâturage. C'est pas le cas de d'autres régions du monde où les bovins de boucherie vont être nourris avec des grains qui, eux, sont produits avec de l'eau d'irrigation, avec des engrais. C'est pas la même réalité. Donc, il y a cet élément-là. Si on va vers un système alimentaire où les ruminants vont au pâturage, si on a des méthodes pour capter comme la biométhanisation à la ferme, capter le méthane, si on travaille sur le mode d'alimentation des ruminants, on peut faire certains gains en termes de méthanémie. Si on introduit des systèmes sylvopastoraux, hein, donc des pratiques agroforestières pour séquestrer du carbone dans la biomasse des arbres et dans le sol, contrebalancer ce qui est émis par le ruminant, parce que le ruminant, lui, ben, il va émettre du méthane. Avec la sélection, peut-être au niveau de la sélection génétique, puis de l'épigénétique, il y a des choses à faire, tout ça. Fait que globalement, j'aurais tendance à penser que oui, ce serait possible, mais la marche est quand même assez haute. Ceci dit, j'aurais envie de dire aux gens qui, par exemple, cherchent à diminuer la consommation de viande, ben, je pense que c'est important de le faire, oui. Il faut globalement diminuer, un peu comme je l'ai dit, diminuer notre consommation de tout, autant d'énergie, de pétrole, de viande, de riz, etc. Puis ceux qui veulent continuer, ben je leur disais, choisissez si vous êtes capable de trouver du bœuf nourri à l'herbe, par exemple, euh, des animaux qui vont au pâturage. C'est le cas entre autres en production de lait bio. Je crois que dans le cahier de charge, les animaux doivent aller au pâturage. Choisissez des aliments qui proviennent du Québec parce que vous allez éviter des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Fait selon moi, oui, c'est possible, mais le système actuel rend ça très difficile. Le système actuel fait en sorte que on vit dans une économie de marché et le bétail pourrait être élevé au Québec sur des terres, sur des prairies, des pâturages, où il y a plein de plantes, il y a des fleurs sauvages, il y a de la biodiversité, il y a du carbone qui est séquestré, mais ça compte pas. Les producteurs sont pas rémunérés pour ça. On vit dans une économie de marché, puis on est dans un système de statu quo, comme Viviane le dit, qui nourrit un peu ça. Il faut créer de la richesse, puis il faut. Alors que moi, je pense que il faut commencer à voir les choses autrement. Oui. Si on avait une valeur, si on était capable de rémunérer une personne pour lui dire ben bravo parce que tu protèges la biodiversité, là peut-être que les choses changeraient, puis on paierait le vrai prix des aliments. Parce qu'aujourd'hui, à 29 cents les bananes à l'épicerie qui viennent d'ailleurs à la planète, ça fait aucun sens selon moi. C'est certain que pour représenter, pour encourager, pour financer aussi ces méthodes-là, parce qu'évidemment, avec des bovins au pâturage, tu fais moins de viande sur la même surface. Donc, pour permettre aux fermiers, ça va venir avec un plus grand coût, une diminution de la consommation, manger mieux de la viande. Donc, pas à la même échelle. Il y a des choses qui sont possibles, mais pas à l'échelle actuelle où on peut avoir du bœuf haché à tous les midi, matin, soir. Effectivement. Puis, tu sais, faut se poser la question aussi, tu sais, l'agriculture occupe les campagnes aussi, hein. Quand nous, on va à l'épicerie, là, on reste en ville, là, le steak haché puis le pain, il pousse pas sur les tablettes, là. Il a été produit ailleurs. Puis, puis dans les régions du Québec, ben, c'est une occupation très dynamique du territoire. Fait qu'il y a cet élément-là aussi dans le concept de durabilité. L'agriculture, elle a un rôle socio-économique très fort, puis il faut pas l'oublier non plus. Est-ce qu'il y avait d'autres rebondissements, des gens qui veulent faire du pouce chez nos panélistes? Catherine et Viviane, Vincent, votre réponse était très exhaustive et très complète. Merci beaucoup. C'est des enjeux qui sont complexes, en plus qui recoupent avec le côté socio-culturel des habitudes de consommation. Donc,
c'est très complexe. On a une autre question qui avait été préparée. Ah, on a une question aussi, je la poserai après. Alors, on a discuté un peu avant de l'importance d'estimer le climat futur avec la résolution nécessaire à la gestion de l'eau et de l'alimentation. Quelles sont les étapes nécessaires pour améliorer les projections climatiques à l'échelle de l'exploitation agricole? Yeah, there was oui, merci. There was something that I wanted to say on this point on modeling, and rather it's to provide an alternative view on this. There's a lot of modeling about the future and what this may look like, taking different assumptions and so on. But there's other type of scenario building that is backwards or takes a backwards approach. So what if we start with a vision for what type of food system we want, for example, in Quebec, and then we work backwards to think what are the steps that we need to take there. So that's a different type of scenario building and participatory modeling, if you want to call it that. So I think that's another type of engagement we need to have, not just to keep on doing projections under different assumptions, but rather to start thinking, what do we desire? How far are we from that? What's the status quo? Where are we sitting? And how can we get there and start working backwards? So that's how I wanted to kind of like challenge that question by proposing an alternative view on modeling and scenario building. Si je peux ajouter une chose aussi, oui, on peut améliorer la modélisation descendante qu'on appelle top-down approach. Ça va être par exemple on a les modèles climatiques que leur résolution est quelques kilomètres carrés. On va utiliser les modèles de réduction d'échelle et avec les données de site, il y a les données observées dans le site, on peut transformer ces informations à l'échelle liée à l'exploitation agricole. Ou s'il n'y a pas ce type de données, on peut utiliser les données de satellite, les données de réanalyse pour faire ces réductions d'échelle. Mais je suis aussi d'accord avec Viviane, il y a d'autres approches qu'on appelle ascendantes. Dans cette approche, on va simuler la sensibilité de notre système à différentes conditions, par exemple climatiques de futur. Est-ce que notre système va être vulnérable si on a un changement considérable de température, un changement dans la précipitation ou non? Cette approche, on peut utiliser pour parler avec les parties prenantes. Et il y a troisième étape qu'on doit combiner les approches descendantes et les approches ascendantes pour donner des solutions avec une grande probabilité pour la communauté. La combinaison de ces deux approches peut être une grande aide pour estimer le climat futur et la vulnérabilité de systèmes alimentaires aux conditions changeantes de climat. Y aller dans les deux sens, partir du présent, mais aussi partir de où on a envie d'arriver, y aller avec tous les moyens possibles. On a une question du public de M. Christopher Brulotte qui nous demande comment sensibiliser la population à l'utilisation de l'eau quand les entreprises qui prélèvent plus de 75 000 litres d'eau par jour peuvent cacher leur consommation de cette précieuse ressource sous le couvert du secret commercial. Donc, comment éviter le cynisme par rapport à ces grandes questions-là? Je ne sais pas si vous avez envie de vous lancer. Si je peux répondre, je peux dire c'est une très importante question et ça, c'est la chose que j'ai dit. On doit avoir beaucoup de conférences, beaucoup d'engagement des publics pour faire ce type de sensibilisation parce que sinon, on fait les choses sans considérant son impact sur la communauté. D'après moi, on doit avoir les rencontres, les conférences, on doit avoir une diverse communauté dans notre engagement parce que ça, c'est important d'avoir différents groupes avec différentes éducations pour présenter ce type d'informations. C'est-à-dire qu'il doit être cette connexion, cette collaboration étroite entre le public et les chercheurs pour présenter ces informations parce que quelquefois, les gens ne savent pas ou les industries ne savent pas leur impact sur la communauté. Donc, les gens ne connaissent pas bien les impacts des compagnies ou leur propre impact à eux. Les deux.
Donc, de toujours continuer d'informer, évidemment, les gens. C'est aussi un grand défi avec le secteur universitaire et la recherche, c'est de vulgariser, de rendre ces résultats-là compréhensibles et accessibles aussi. Mais il y a toute une grande discussion à y avoir juste sur ce sujet-là. Est-ce que Catherine ou Viviane, vous aimeriez rebondir à cette question? Elmira a répondu de manière... Catherine? Moi, l'autre chose, peut-être les données des industries, ça doit être plus ouverte à tout le monde. Là, il faut avoir peut-être, comme pour le peu plus polluant, des choses comme ça, les industries doivent déclarer le polluant dans l'air, les émissions, tout ça. Là. Peut-être il faut avoir un système un peu comme ça pour toutes les ressources qu'on usait pour chaque industrie, et puis ça doit être plus ouverte pour tout le monde pour voir ce qui se passe dans leur industrie. C'est sûr que ça va permettre aux gens aussi d'avoir plus confiance au système, sinon ça donne tout simplement l'impression que le gouvernement est là pour protéger les industries et les intérêts des industries, et que nous, on se fait dire prenez des douches plus courtes, mais que c'est bar open. D'un autre côté, c'est sûr que c'est des mesures qui vont ensemble. Donc, est-ce qu'on parle d'eau? Les zones humides fournissent aussi divers services et leur conservation est nécessaire. Comment les milieux humides peuvent soutenir les systèmes eau alimentation? Je sais, Elmira, c'est une question qui t'intéressait beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, comme je le mentionnais avant, une solution pour soutenir le système eau alimentaire est conserver les écosystèmes d'eau. Et aussi, par exemple, à réduire les pertes de paysages naturels. Par exemple, en effet, les zones humides ont été historiquement drainées pour augmenter les terres pour les activités agricoles, pour construire des bâtiments, les activités urbaines. Cependant, on sait que ces milieux humides peuvent absorber le carbone. Ils peuvent aussi réguler la température locale. En effet, d'autre côté, comme on a entendu, les agriculteurs doivent utiliser les engrais et les engrais augmentent l'azote et le phosphore dans le plan d'eau, que l'excès de ce type de nutriments peut affecter la santé humaine et la santé environnementale. En effet, dans mon équipe de recherche, on travaille sur le marais de la rivière aux Cerises. On a trouvé que les marais ou les milieux humides en général, ils peuvent agir comme le puits de nutriments. Ils peuvent filtrer des nutriments et ils peuvent réduire les nutriments qui va aller dans le plan d'eau en aval. Avec ça, c'est-à-dire que ces sources peuvent augmenter l'accès eau propre dans la région. De plus, on peut utiliser cette eau pour différentes activités aussi. Mais on doit faire attention qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le comportement de milieux humides. On doit comprendre comment ces zones fonctionnent et on doit voir avec le changement climatique comment leur fonctionnement va changer pour les protéger. Et de plus, pour protéger les eaux en aval de cette plante d'eau, on demande des fermières d'arrêter de drainer les milieux humides. Ça, c'est une activité qui va aider aussi la biodiversité aussi. Donc, un moyen d'optimiser puis de repenser les systèmes alimentaires aussi, d'arrêter de drainer pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres moyens parmi les panélistes qui vous viennent en tête, des moyens d'optimiser, de repenser les systèmes alimentaires pour réduire leur contribution au changement climatique? Catherine? Je pense que juste en général, ça peut être plus efficace au niveau de l'utilisation de l'eau, pour l'utilisation de l'énergie et des choses comme ça. Là. C'est juste au général, c'est peut-être il faut, comme on dit, utiliser la bonne façon de mettre l'engrais sur les champs. Et, ça doit être optimum, pas trop chargé et des choses comme ça pour garder la qualité de l'eau et puis même pour la quantité de l'eau aussi. Il ne faut pas utiliser
trop, toutes les choses comme ça, juste le général, peut-être de faire dans un efficace système plus durable les façons de faire des choses. Là. Donc, adopter les bonnes pratiques là, en Ouais, termes d'engrais, exact, d'irrigation et tout ça, de manière très... Ouais. Commencer par le début, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Vincent, voulez-vous rajouter quelque chose? Ben, je pense que non, je pense que tout est là, tu sais, en question d'efficacité, là, il y a tout. Efficacité, consommation aussi, t'en as parlé Ouais, tout à l'heure. c'est ça. Puis tu sais, j'ai aimé l'intervention de Viviane plus tôt hein, qui disait ben qu'est-ce qu'on veut pour demain, puis comment on fait, tu sais, pour y arriver. Tu sais, si une des hypothèses qu'on appelle le stock options, c'est d'accroître la diversité des systèmes en pensant que ça nous donne plus d'options pour faire face aux défis du futur. Des systèmes plus diversifiés, ça veut dire des systèmes plus compliqués à gérer. Ça veut dire des cultures différentes à récolter en même temps, avec des équipements différents, qu'il faut faire sécher dans des infrastructures différentes, qui sont dans des marchés distincts. Fait que la question, elle est pas uniquement à la ferme. Donc, il faut le voir dans un contexte de système alimentaire beaucoup plus global. Puis, ça va quand même assez loin. Là. Nous, en Abitibi-Témiscamingue, juste le transport des marchandises, c'est pas évident souvent. Il y a des producteurs qui voudraient bien que les produits soient consommés localement, mais c'est pas possible parce qu'ils sont transportés à 400, 700 km avant de revenir. Ouais. Ça fait comme aucun sens, du point de vue c'est moins local dans ce temps-là. systémique, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut peut-être comment je dirais donc, avec l'agriculture industrielle, on a simplifié les systèmes. Là, je pense qu'il faut chercher à peut-être les complexifier, mais ça vient avec. C'est un gros bateau là, qui doit. On a perdu quand même en possibilité d'adapter les systèmes aux contextes locaux. Il y a des réalités qui sont un peu mises à l'écart, en fait, parce qu'ils ne fitent pas dans les grands systèmes, comme par exemple l'exemple de l'Abitibi, où finalement il y a des non-sens totaux complets desquels on est victime dans nos systèmes. Ben, effectivement, l'exemple du drainage, c'est un bon exemple. Il y a des terres au Québec où probablement qu'on n'aurait pas besoin de les drainer. En Abitibi-Témiscamingue, quand il y a 70% d'argile lourde, si la terre n'est pas drainée, tu ne peux pas la cultiver. C'est pas possible. Fait que, on cherche des réponses simples à des problèmes complexes. C'est ça qu'il faut Mais de les territorialiser, c'est sûr que ça facilite de trouver des réponses qui correspondent. En finissant, puis question en rafale qu'on pose à tous les panélistes de toutes les conférences. Alors, on aura un livre blanc peut-être à publier, sait-on jamais, par le REQDD, en une phrase. Alors, je vous invite à des réponses courtes et idéalement, tout le monde répond. Quelle action devrait prendre votre université pour en faire davantage pour contrer la crise climatique? En quelques mots. I can start. So one of the key things is to continue to educate students from all over Canada. We have a program that focuses on food systems, which is very unique and not many places have such a system. So continue to be able to welcome students from all over and educate them on these challenges. I think it's key. Donc, garder les programmes spécifiques et vraiment très ciblés dans ces sujets-là. Vincent? Moi, je dirais, continuer à nous encourager dans nos travaux de recherche en agriculture éco-responsable, parce que l'université le fait déjà, et développer un plan de mobilité durable entre les centres et campus. Parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est une région immense et le transport en commun, c'est un défi et ça n'existe peu ou pas. Donc, travailler sur la mobilité sur le campus. Ça, c'est plus grand que juste l'université, là, mais quand même. L'université peut être un acteur quand même et aller faire du lobbying pour ça. Catherine? Oui, notre université faire des choses pour stimuler la recherche, ça c'est sûr, l'éducation pour le changement climatique, ça c'est l'autre chose là. Et puis même pour le fonctionnement de nos bâtiments et puis de notre opération comme pour la gestion de déchets, des choses comme ça. Donc prenez l'exemple en intégrant eux-mêmes les meilleures pratiques. Oui, exact. Et puis Elmira?
le même sujet, en effet, pour intégrer le changement climatique dans les programmes d'études d'ingénierie, comme dans les différents cours, pour former les ingénieurs du futur, poser des connaissances sur le changement climatique. Oui, ça, c'est une mesure qui est revenue de dire qu'il faut qu'il y ait un fonds de connaissances de changement climatique et de développement durable dans tous les domaines adaptés, qu'il n'y ait pas des gens qui sortent de l'université en n'ayant eu aucune considération, en n'ayant pas vu leur spécialité dans l'angle de la durabilité. Bien, merci à tous, ça fait le tour. On a perdu quand même quelques participants, mais merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, les 50 personnes qui sont là. Merci et bravo. Bravo à nos panélistes, merci à Sophie et à toute son équipe d'avoir organisé ça, à Nadia, à Maxine, je remercie tout le monde et on se voit la semaine prochaine pour une séance qui portera sur l'énergie avec plein d'experts encore une fois. Merci Merci beaucoup. Merci. Merci. OK, bye bye.